L'Algérie frappée par de violentes inondations, c'est la capitale qui paye le plus lourd tribut. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 300 morts, dont plus de 280 à Alger. La police est dans la rue, manifestation des officiers venus de plusieurs régions de France qui ne veulent plus servir de cible. Ils demandent des moyens de protection. Pour la première fois, George Bush devant l'ONU, le président américain contre le terrorisme lance un appel à tous les pays. Il est grand temps d'agir. Et puis du rugby, après ce journal, en direct au Stade de France, les tricolores affronteront l'Afrique du Sud. Un match qui promet avec une équipe française toute rajeunie. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal par ces dramatiques inondations qui ont touché le nord de l'Algérie et plus particulièrement la capitale, des pluies torrentielles qui dévalent les quartiers construits sur les collines de la ville, des flots de boue emportant tout sur leur passage. Le bilan est très lourd, plus de 280 victimes rien qu'à Alger. Et c'est cette dépression qui, s'affaiblissant, touche actuellement la Corse et le sud-est de la France. Agnès Molinier. Voici le centre-ville d'Alger, aujourd'hui. Des pluies torrentielles accompagnées de fortes rafales dévastent les rues de la capitale depuis hier matin. Selon un dernier bilan, plus de 300 personnes auraient trouvé la mort dans tout le pays. Mais c'est Alger la plus touchée. Car dans la capitale, notamment dans certains quartiers populaires comme Bab El Oued, les rues en pente n'ont fait qu'amplifier la catastrophe. Les coulées de boue ont provoqué des accidents, fait effondrer des habitations et entraîné des corps sur des dizaines de mètres. Tipaza, à 70 km d'Alger, a également été endeuillé par les intempéries, ainsi que Oran, dans l'ouest du pays. Ces pluies diluviennes interviennent alors que l'Algérie connaît depuis septembre une sécheresse persistante. L'eau était même rationnée depuis le 7 octobre. La dépression est en train de quitter le nord du Maghreb en perdant de sa vigueur. Elle est attendue en France, où l'alerte est donnée en Corse et dans le sud-est. En Algérie, la tendance est à l'accalmie, mais les pluies devraient continuer jusqu'à mercredi. Dans l'actualité, aujourd'hui encore, le malaise des policiers, point d'orgue de cette semaine. La manifestation ce matin à Paris des officiers qui sont venus de toute la France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et la dangerosité de leur métier. Un cortège de plusieurs milliers d'hommes qui expriment leur inquiétude et leur désenchantement. Reportage Zindine Boudaoud, Laurent Siron. Le slogan est simple, mais il est efficace. Il résume le sentiment des officiers de la police nationale. Ils sont au moins 4000 sur la place de la Bastille. La manifestation est un succès. La preuve pour le syndicat organisateur que le malaise est profond. Derrière moi, vous avez des commandants de CRS, vous avez des responsables de renseignements généraux, de la DST, de la police judiciaire, qui tous travaillent, ainsi que la sécurité publique, dans des dossiers difficiles, des dossiers politico-judiciaires, des dossiers d'antiterrorisme, et qui nous disent tous, nous n'avons plus les moyens de travailler. L'image est rare, sous les banderoles revendicatrices des gradés de la police. Ces officiers viennent de toutes les régions de France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et réclamer plus de moyens. Je pense que vous avez ici des gens responsables qui travaillent et qui donnent beaucoup de leur vie, de leur temps, qu'on nous donne les moyens de travailler correctement. C'est tout ce qu'on demande. Des policiers pris pour cible trop souvent à leur goût, un risque pas assez pris en compte par l'administration, ni en reconnaissance, ni en salaire. On est des cibles, on a le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, on a un sentiment donc de difficulté croissante dans nos interventions et de non-respect, que ce soit de l'uniforme ou de la fonction de policier en général. Le cortège a donc observé 1 minute de silence en hommage aux policiers tués en mission, 7 depuis le début de l'année. Ce qui nous amène à cet incendie criminel en Haute-Savoie. Un local de police dans un quartier sensible d'Annemasse a été, vous le voyez, totalement ravagé par les flammes. Pas de blessés, les habitants de l'immeuble n'ont pas été évacués, l'incendie ayant été rapidement maîtrisé. Pour évoquer cette inquiétude qui touche la plupart des policiers, voyons de quelle protection disposent ces hommes lorsqu'ils sont en patrouille. Parmi leurs premières revendications, le gilet pare-balles, qui fait généralement défaut au point que ces fonctionnaires en viennent à les acheter eux-mêmes en les payant de leur poche. Patrick Fandio, Édouard Perrin. Voici ce qui se fait de mieux. Le neck plus ultra du gilet pare-balles. Souple, léger, résistant, de fabrication américaine. Ce fonctionnaire de police en a un, mais ce n'est pas son administration qui le lui a offert. Les gilets pare-balles, les fonctionnaires doivent se les acheter avec leurs deniers personnels. Ils coûtent
environ 5500 francs ce gilet pare-balles. Des policiers obligés d'acheter eux-mêmes leurs gilets parce qu'ils ne veulent plus de ceux fournis par le ministère. Ils en disent le plus grand mal, trop lourd, près de 11 kilos, une taille unique. Ils ne se sentent pas toujours très en sécurité avec ce gilet officiel. On accède plus difficilement à notre arme, étant donné qu'il est au-dessus et quelquefois, en fonction de la corpulence de l'individu, ce gilet risque de descendre et couvrir l'arme du fonctionnaire. Je pense que la sécurité du fonctionnaire prévaut sur le coût d'un gilet pare-balles. Je crois qu'une vie ne vaut pas 5500 francs. Le mot d'ordre des syndicats, un gilet pour chaque policier et surtout pour les motards, cibles potentielles. C'est lors d'un banal contrôle routier que les 2 policiers de Saint-Ouen ont été blessés par balle. Dans cette unité, certaines motos ont plus de 8 ans d'âge, plus de 90 000 km. 2 critères retenus par l'administration pour les faire remplacer. Pourtant, on les utilise encore. On ne peut pas parler de danger immédiat, mais si l'administration ne fait rien et continue à avoir sur un parc de 45 motos, 32 motos à réformer, je crains qu'on arrive à des accidents mettant en péril la vie de nos collègues. Le ministre de l'Intérieur annonce pour les prochaines semaines un plan stratégique de rénovation du matériel. Il espère ainsi pouvoir calmer la grogne de ses fonctionnaires. Dans le cadre de la lutte antiterroriste en Europe, le démantèlement à Strasbourg d'un réseau islamiste, un réseau dormant, qui aurait envisagé un attentat contre la cathédrale de Strasbourg. Hier, 5 personnes ont été arrêtées. Elles sont toujours en garde à vue ce soir. Stéphane Bretner, Christine Beauce, Sylvain Gauthier. Depuis 24 heures, ils sont 5 à être entendus dans ces bureaux par les policiers de la DST. 4 hommes et une femme de nationalité algérienne, tous soupçonnés d'appartenir à un réseau islamiste lié à Oussama Ben Laden. Ces 5 personnes n'auraient pas participé directement à des attentats, mais serviraient d'appui logistique pour des actions terroristes. Ils auraient notamment organisé la fuite de 7 hommes vers l'Espagne. Mohamed Ben Sakria, un Algérien de 34 ans, présenté comme le lieutenant de Ben Laden en Europe. Arrêté en juin dernier, c'est lui qui aurait projeté un double attentat contre la cathédrale et le marché de Noël de Strasbourg en décembre 2000. Le projet avait été déjoué par les policiers grâce à l'arrestation peu avant de militants islamistes à Francfort, puis à Rome au début de cette année. Après les arrestations d'hier, c'est donc un nouveau pan du réseau de Ben Sakria qui est tombé. Les 5 personnes devraient être présentées mardi au juge antiterroriste et notamment à Jean-Louis Bruguière. Ce dernier enquête sur un autre réseau présumé lié à Ben Laden, à sa tête Jamel Begal, incarcéré en France depuis début octobre. Ce dernier est soupçonné d'avoir préparé un attentat contre l'ambassade américaine à Paris, prévu en même temps que ceux du 11 septembre aux États-Unis. En Afghanistan, les forces de l'opposition se sont donc emparées hier de la ville de Mazar-i-Sharif et affirment aujourd'hui vouloir marcher sur Kaboul. Nos envoyés spéciaux, Michel Fine et Jean-François Meunier, ont pu suivre une petite colonne de chars de l'Alliance du Nord qui fait route depuis ce matin vers la ligne de front au nord de la capitale. 516e régiment blindé. Jusqu'en 1996, ces militaires étaient basés au nord de Kaboul. Il y a 5 ans, les talibans ont pris la capitale. Ces hommes se sont enfuis. Ils se sont réfugiés à 70 km au nord de Kaboul, à Jabal Sarraj. Leurs blindés sont de très vieux chars soviétiques achetés il y a plus de 20 ans, lorsque l'Afghanistan était en guerre contre l'URSS. Aujourd'hui, c'est à bord de ces engins vétustes qu'ils reprennent à l'envers la route de Kaboul. À quelques kilomètres à peine, en haut de ces montagnes, les positions talibanes. Elles sont toutes proches. Les hommes de l'Alliance du Nord savent que leurs ennemis sont là quelque part, à observer leur progression. Depuis la prise de Mazar-e-Sharif, ils sont sûrs que la victoire est possible. À 25 ans, Mohamed Zahir est le commandant de ce char. Il dit que pour lui, c'est un jour historique. Le moral de nos ennemis est très bas. Ils ne résisteront pas longtemps. S'ils résistent, ça ne durera pas plus de 10 ou 15 jours. Maintenant, ils commencent à fuir leur position un peu partout. Les chars de la 516e division blindée seront basés sur le front, en 2e ligne, si toutefois ils y arrivent. En fin d'après-midi, après seulement 3 heures de route, l'un d'eux était déjà en panne.
Et nous retrouvons Michel Finn à 70 km au nord de Kaboul. Alors, quelles que soient les réserves du Pentagone qui ne souhaitent pas que les forces de l'opposition marchent sur la capitale, est-ce que vous pouvez confirmer ce soir que les troupes de l'Alliance du Nord sont en train de se diriger vers la ville ? Disons qu'elles ont l'intention d'avancer. Pour l'instant, on en est à la prise de position, comme ce que vous avez vu dans le reportage, l'avancée de cette colonne de chars. L'avancée de cette colonne de chars a été une grosse opération médiatique de l'Alliance du Nord cet après-midi. Pourquoi l'Alliance du Nord a-t-elle besoin d'une grosse opération médiatique? Eh bien parce elle veut montrer qu'elle est très déterminée à marcher sur Kaboul, parce qu'il y a, semble-t-il, avec ses partenaires, des divergences de vues. Les États-Unis, par exemple, par la voix de Colin Powell, ont dit qu'il n'était pas souhaitable que l'Alliance du Nord marche sur Kaboul. Le général d'Ostom, pour sa part, lui-même, l'homme qui a pris Mazar-e-Sharif hier, a dit que ce n'était pas une priorité. Toujours est-il que l'Alliance du Nord aujourd'hui semble très déterminée. Quand commencera la marche sur Kaboul, c'est encore un mystère. Hier, on nous disait ce soir on nous dit demain soir. Que nous dira-t-on demain? On ne sait pas. Merci Michel Finn et nous vous retrouverons demain pour plus de précisions. L'Alliance du Nord qui affirme ce soir avoir étendu son contrôle sur 4 provinces supplémentaires dans le nord du pays, faisant donc reculer les troupes talibanes. Sur le terrain, les bombardements repris touchant des zones contrôlées par les talibans et qui mènent à Kaboul. Mais d'abord, regardons ces premières images de soldats américains sur le sol afghan. Paul de Genève. Ces images sont les toutes premières de soldats américains sur le sol afghan. Nous sommes au nord de l'Afghanistan, près de la frontière tadjike. Il pourrait s'agir de troupes spéciales chargées de désigner des cibles pour l'aviation américaine. Repérés, les journalistes turcs sont contraints de couper leurs caméras. Dans cette région de Kunduz, les bombardements américains se sont intensifiés sur cette ligne de front près du Tadjikistan. D'autres bombardements plus à l'ouest sur la ville de Mazar-e-Sharif. Selon la télévision du Qatar Al Jazeera, ces images pourraient provenir de cette ville prise par l'Alliance du Nord hier. Les talibans se sont retirés mais annoncent une riposte. Les hommes du général d'Ostom ont pris Mazar-e-Sharif après plusieurs jours d'offensive. Ils annoncent vouloir rejoindre l'Ouzbékistan. 2000 soldats américains attendent. Les combattants de l'Alliance du Nord poursuivraient leur offensive également à l'ouest de Mazar-e-Sharif, en direction de la ville d'Herat. Une information démentie par les talibans. Le général d'Ostom lui entend poursuivre son avancée, mais pas question pour l'instant, dit-il, de marcher sur Kaboul. Le nord de Kaboul, où les bombardiers géants américains pilonnent toujours les lignes des talibans, à une 60aine de kilomètres de la capitale. La Grande-Bretagne et les États-Unis condamnent très fermement les menaces ouvertes ou voilées d'Oussama Ben Laden publiées dans la presse pakistanaise. Il s'agit d'une interview, photo à l'appui du milliardaire terroriste, qui selon les traductions affirme ou sous-entend posséder l'arme nucléaire. Émilie Lançon. Le titre est sans équivoque. Oussama Ben Laden affirme avoir des armes nucléaires. Voici le scoop décroché par ce journaliste pakistanais, ici à gauche de Ben Laden. La rencontre aurait eu lieu jeudi, aux environs de Kaboul. Dans son entretien, le journaliste explique que Ben Laden serait prêt à utiliser ses armes. Il a dit que si l'Amérique utilisait des armes chimiques ou nucléaires contre lui et ses hommes, alors il s'en servirait à son tour pour se défendre. L'arme nucléaire, le Pakistan la possède depuis 1998. Voici ses derniers essais filmés. Il y a 2 semaines, des scientifiques ayant participé à l'élaboration de cette bombe ont été arrêtés au Pakistan. Ils ont été relâchés faute de preuves, mais auraient pu communiquer des informations aux militants d'Al-Qaïda. De son côté, Oussama Ben Laden pourrait aussi bluffer et ne pas détenir ses armes. Il peut n'avoir d'ailleurs en guise de nucléaire que ce qu'on appelle du nucléaire sale, en quelque sorte des matériaux polluants, mais pas véritablement d'armes nucléaires. Ce qui est certain, c'est que c'était un des objectifs de Ben Laden que d'accéder au nucléaire pakistanais. À Washington, le porte-parole de la présidence américaine a affirmé qu'il prenait cette menace très au sérieux depuis des mois. Aucune précision en revanche n'a été apportée sur la probabilité qu'Oussama Ben Laden détienne bien un tel arsenal. À New York, George Bush, pour la première fois devant l'ONU, le président américain s'est adressé solennellement à tous les pays, leur lançant un fervent appel à agir contre le terrorisme. Agir, c'est-à-dire aller plus loin que les déclarations d'intention ou de sympathie. Isabelle Béchler, Tristan Lebras. 2 mois après les attentats contre le Pentagone et le World Trade Center, les Nations Unies étaient protégées par une sécurité visible et invisible inouïe. Les menaces d'Oussama Ben Laden à l'encontre du secrétaire général Kofi Annan et la présence de George Bush à l'Assemblée générale justifiaient le déploiement.
Pour son premier discours à l'ONU, le président américain, qualifié d'isolationniste il y a 2 mois encore, venait exhorter 50 chefs d'État et 110 ministres des Affaires étrangères à l'union contre le terrorisme, sans exception. Certains gouvernements qui prétendent embrasser les principes des Nations Unies ont fait cause commune avec les terroristes. Ils les soutiennent, les abritent. Nous devons absolument nous unir pour nous opposer à tous les terroristes. L'Afghanistan, sa solution politique, mais aussi le Proche-Orient, au sens large, était bien sûr au cœur de toutes les préoccupations et de toutes les rencontres en marge de l'Assemblée générale. Le président Bush a fait un discours très remarquable. J'ai noté par ailleurs que dans son passage pour le Proche-Orient, il a employé des mots à propos des 2 États, Israël et un jour la Palestine, et à propos de la façon dont il faut trouver la solution qui permet d'espérer un travail commun, plus convergent, peut-être et plus solide entre l'Europe et les États-Unis sur ce problème. La France et les autres Européens, en écho à Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, vont insister sur la nécessité absolue de lutter, au-delà du simple terrorisme, contre toutes les injustices qui le nourrissent. À Washington, Étienne Lénart, avec un nouvel éclairage ou plutôt un portrait robot dessous de celui qui serait à l'origine des attaques à l'anthrax. Oui, Béatrice, après avoir passé des semaines à étudier l'écriture de ces fameuses lettres piégées qui ont été postées dans le New Jersey et envoyées soit ici à Washington, soit à New York, eh bien les enquêteurs du FBI en sont arrivés à la conclusion que ces 3 lettres avaient été écrites par un seul et même homme, relativement solitaire, qui pourrait travailler dans un environnement médical ou scientifique, ce qui expliquerait comment il s'est procuré les fameux produits, et qui serait de nationalité étrangère. Beaucoup de conditionnels. Il faut tout de même se rappeler que si le FBI fait cela, c'est qu'il espère que quelque part aux États-Unis, eh bien quelqu'un reconnaîtra un proche ou un voisin. Et il faut aussi se rappeler que le FBI avait fait état d'autres possibilités, des puissances étrangères qui seraient impliquées dans cette attaque, mais aussi des milices d'extrême droite sur le territoire américain. La question fondamentale restant de savoir si ces lettres qui ont été reçues 1 semaine après les attentats du 11 septembre sont liées de près ou de loin à Oussama Ben Laden. Merci Étienne Lénart. En France, avec la mise en place du plan Vigipirate et les mesures prises par le gouvernement pour protéger les sites sensibles, Matignon a tenu à tester à travers différents audits la sécurité des centrales nucléaires ou d'autres lieux stratégiques. Et comme meilleur limier, les autorités ont fait appel aux gendarmes du GIGN. Patrick Fandiot, Nathalie Moisan. C'est un site stratégique, hautement sensible, interdit au public. La centrale électrique et hydraulique de l'aéroport de Roissy. Il y a quelques jours, nous y avons accompagné ces 2 gendarmes du GIGN en civil. Leur mission, évaluer ici les risques d'une attaque terroriste. Dans les sous-sols, 15 km de fils et de tuyaux, de quoi alimenter tous les bâtiments, les pistes, la tour de contrôle. Un attentat dans ces locaux paralyserait et désorganiserait le trafic aérien avec risque de collision entre avions. Les gendarmes prennent des notes, repèrent les failles, un travail d'expertise. Mais par contre, et là j'ai un radar qui détecte en amont s'il y a une intrusion qui arrive de par là. Notre travail en fait va consister déjà dans un premier temps à faire un dossier d'objectif sur l'ensemble de ces installations et après se mettre dans la peau de ces terroristes pour essayer d'imaginer les scénarios qui pourraient donc mettre en œuvre pour nuire à d'autres personnes. Le GIGN s'est aussi intéressé au système de sécurité de la centrale de Nogent-sur-Seine. La direction d'EDF y organise régulièrement des tests d'intrusion. Le dernier en date, il y a 3 semaines, aurait révélé plusieurs dysfonctionnements. Ce qui n'étonne guère les spécialistes de la sécurité nucléaire. EDF utilise un nombre très important de sous-traitants. Il y a des situations où il y a plusieurs centaines de personnes d'extérieur qui arrivent pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois sur le site de réacteur. Alors, avoir un contrôle absolu dans ces circonstances-là paraît quasiment impossible aujourd'hui. Plusieurs avions ont survolé récemment l'usine de La Hague sans être inquiétés. C'était avant que les autorités n'installent des missiles Crotale de défense antiaérienne pour prévenir même une attaque à l'avion suicide. Et un nouvel incident à bord du Charles de Gaulle. 2 hommes d'équipage ont subi des émanations toxiques lorsqu'un clapet de sécurité a cédé, mais leurs jours ne sont pas en danger. À Paris, manifestation de plusieurs milliers de personnes qui dénoncent les nuisances sonores et réclament la création d'un 3e aéroport pour y remédier. Dans le cortège des élus et des anonymes, bien décidés à faire entendre leur voix.
À Toulouse, opération de solidarité pour aider les sinistrés à l'approche de l'hiver. Une opération baptisée J'aime Toulouse en rose. Depuis ce matin, ce sont des assemblages de 5000 ceps de vigne qui dessinent un cœur de 1000 mètres carrés sur la place du Capitole, avec la vente prévue demain, vente aux enchères des maillots de l'équipe de France de rugby. La campagne électorale des amis de Jacques Chirac, avec hier à Nice, jour anniversaire de la mort du général de Gaulle, un dîner débat, avec comme invité d'honneur Nicolas Sarkozy, que les convives considèrent comme le chef de file de la bataille à venir. Reportage Véronique Saint-Olive, Nadine Picard. Ce 9 novembre, il ne se bouscule pas dans la cathédrale de Nice pour la messe anniversaire du général de Gaulle. Mais au premier rang, Nicolas Sarkozy est là. À 6 mois des présidentielles, il ne néglige plus rien. Ce soir-là, Nicolas Sarkozy est l'invité de Bernard Ponce, président de l'association des amis de Jacques Chirac. Bonjour. 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 Oublié le réprouvé d'hier pour cause de soutien à Édouard Balladur, aujourd'hui à droite, on revendique l'amitié de Nicolas, on s'affiche aux côtés de Sarko. Et ce soir, Bernard Ponce, devant près de 1400 militants, le présente comme le chef de file de la campagne de Jacques Chirac pour 2002. Nicolas, c'est un aide, c'est un soutien. J'espère qu'on n'aura pas trop de déboires et que Jacques Chirac reste où il est. Il a une très très bonne place. Alors parce qu'il veut aider le président à la garder, Nicolas Sarkozy, qu'on disait trop droitier, corrige pour assembler. Je souhaite que nous ne laissions pas à la gauche le monopole de l'ambition sociale. Je souhaite que dans notre projet politique, nous fassions une place à tous ceux que nous avons déçus et qu'il nous faut maintenant reconquérir un par un. Nicolas Sarkozy est lancé sans aucun complexe, programme sous le bras, il prétend moderniser la droite et se rendre incontournable pour Matignon. Alors que se déroule au Qatar à Doha la conférence de l'OMC qui vient d'accepter officiellement l'entrée de la Chine, les anti-mondialisation qui n'ont pu se rendre sur place faute de visa ont tenu à manifester tout de même aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers d'entre eux se sont retrouvés dans les rues de la capitale pour protester contre les effets de la mondialisation dans le cortège Robert Hue ou encore Georges Sarr ou Noël Mamère. Du football à Melbourne, à la veille de la rencontre entre l'équipe de France qui affrontera l'Australie, les Bleus ne sont pas disposés à perdre leur statut et l'Australie attend de pied ferme les champions du monde. Florent Gautreau, André Germain. C'était une anomalie, une exception, presque un cas d'école. Il y a encore 10 ans, l'Australie, la nation du sport roi, restait insensible aux sirènes du football, le jeu le plus pratiqué au monde. Aujourd'hui, changement de décor, les maillots célèbres fleurissent, les Australiens veulent exister sur la planète du ballon rond et personne ne comprendrait que l'équipe nationale ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Ambiance tendue pour un sélectionneur prévenu. Il y a de la pression, mais elle est positive. Mon équipe a du talent, elle fera tout pour gagner, car on sait que tout le pays attend beaucoup de cette équipe. Plus de 80 000 spectateurs pour un match amical, fut-il contre la France. On n'avait jamais vu cela ici à Melbourne. Signe des temps, le match sera retransmis en direct et pour la première fois à 1 heure de grande écoute. Ce match tombe à une période idéale. La saison de cricket n'a pas encore débuté. Et vous savez qu'ici en Australie, le cricket c'est le sport national. Alors on peut penser que le match contre la France va rencontrer un public nouveau, beaucoup plus large que celui des supporters de foot. Cette ferveur inattendue a sans doute réconcilié les Français avec ce match tant décrié. Un match piège après la défaite au Chili et la fête gâchée contre l'Algérie. Le football ne fait pas la une des quotidiens à Melbourne car il y a ce week-end des élections législatives en Australie. Mais en pages intérieures, on parle d'un choc des titans entre l'équipe d'Australie et l'équipe de France. Et si l'on ne sait pas qui des libéraux ou des travaillistes va l'emporter demain à l'occasion des élections, tout le monde ici en Australie serait prêt à voter pour une victoire des Australiens contre les champions du monde français. Et puis du rugby en direct sur France 2 tout de suite après ce journal. Le 15 de France rencontrera l'Afrique du Sud à Saint-Denis. Pierre Salviac, un match sous tension avec un sacré test pour la nouvelle équipe des Bleus, des Benjamins qui ont en fait tout approuvé et tout à gagner. Oui, ben, il fait pas chaud, hein, mais tout à l'heure ça va chauffer, je vous assure, parce que cette équipe d'Afrique du Sud, elle est redoutable. Nous ne l'avons battue que 6 fois et une seule fois en France. C'est vous dire, avec des jeunes, c'est un handicap ou c'est une chance, mon cher Thierry? Ben, écoutez Pierre, c'est surtout une chance. Quand on a la jeunesse, on a le culot, on a peur de rien. Surtout quand on s'entraîne 2 fois par jour et 6 jours par semaine, je peux vous dire, c'est pas du tout un handicap. Et vous allez le voir d'ailleurs. Allez bien, on croise les doigts, Swerté, à tout à l'heure. 20h36. À tout à l'heure. Avant de refermer ce journal, je vous
propose de revenir sur l'Algérie frappée par de terribles inondations. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins de 300 morts, dont 280 à Alger. Nous retrouvons par liaison téléphonique notre correspondant Mouan Dangelé. Les secours dans certains quartiers essayent d'intervenir encore pour déblayer donc certaines maisons qui sont effondrées. Il y a eu beaucoup de circulation. En plus, les choses ne s'arrangent pas parce que il y a eu une rupture d'un câble téléphonique, donc les téléphones est saturé. Souvent sur l'autoroute, les gens roulent sur 5-6 fils, y compris sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc j'ai vu une ambulance qui a mis pratiquement 1 heure pour faire 6 km. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de victimes à Alger et à l'extérieur d'Alger ? Pour l'instant, donc on a eu un chiffre officiel qui est de 209 morts, dont près de 200 rien que sur Alger, mais je crois que le bilan risque de s'élever encore, d'être malheureusement. Et les personnes parviennent à rejoindre des maisons qui, elles, sont intactes? Comment ça se passe? Difficilement. Moi-même, j'ai mis 2h30 pour faire 8 km ce matin. C'est pratiquement devenu impossible de circuler dans Alger. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis du rugby avec donc la rencontre France-Afrique du Sud. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.